Que faire face au retour annoncé du chômage? On va en débattre avec nos deux invités. On va revenir aussi sur ces polémiques à la suite de cette chasse aux Juifs qu'on a pu constater dans les rues d'Amsterdam il y a désormais 3 jours. Est-ce que des députés français ou françaises pour le coup justifient des actes de lynchage? On va en parler avec nos deux invités. François Coq, bonjour à vous. Bonjour à tous. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Je vais vous laisser vous rapprocher du micro pour qu'on soit sûr de bien vous entendre. Je rappelle que vous êtes analyste politique, vous êtes essayiste, enseignant par ailleurs. Vous étiez, il y a longtemps maintenant déjà, un proche de Jean-Luc Mélenchon à l'époque du Parti de gauche. Vous interveniez à ce titre, mais vous avez été purgé comme un certain nombre de vos camarades, il y a longtemps aussi. On est avec William T également. Bonjour à vous. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. Alors, bon, think tank classé à la droite plutôt proche des Républicains, on peut le dire comme ça? Oui. Allez, en tout cas du gouvernement, on va le dire comme ça, à peu près. Mais vous avez une analyse libre, parlons vrai et soyons libres sur Sud Radio. On va parler de la hausse annoncée du chômage. Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui parle d'une saignée industrielle à venir des sites de Michelin, mais pas seulement, qui risquent de fermer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut supprimer les aides aux entreprises qui licencient? Tiens, c'est ce qu'elle propose. On va y revenir avec vous deux, mais avant ça, ce tweet, on en parlait il y a quelques instants, de la députée insoumise d'Ille-et-Vilaine, Madame Messmer. Elle est accusée tout simplement de justifier des actes de lynchage. Je la cite, ces gens n'ont pas été lynchés dans les rues d'Amsterdam parce que juifs, mais parce qu'ils étaient racistes et soutenaient un génocide. François Coq, qu'est-ce que ça vous inspire ? Une forme d'incompréhension, parce que chacun a vu et entendu les mots qui ont été proférés ces derniers jours, et notamment lors de la soirée de ce match à Amsterdam. Et donc tout le monde a entendu que il y avait un critère lors de cette recherche de personnes pour les passer à tabac. Les gens cherchaient des juifs. Voilà, très clairement. Et donc le premier réflexe, avant même de chercher à expliquer, avant même de chercher à dire que il y avait un contexte spécifique ou quoi que ce soit, il y a d'abord les faits. Et les faits appellent à une condamnation sans réserve dans un premier temps. Si on veut mettre un coup d'arrêt à l'antisémitisme, on ne peut pas laisser entendre que d'une manière ou d'une autre, il puisse y avoir une justification à cela. Donc il y a un primat d'abord de cette dénonciation, et ça, il est étonnant quand même qu'un député ou une députée de la nation ne commence pas par ça. Après, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut discuter des phénomènes, de ce que sont les supporters, du Maccabi Tel Aviv. En France, on a été payé malheureusement pour savoir comment ça pouvait se passer avec certaines franges de supporters. Je pense à ce qui s'est passé avec ceux du Maccabi Haïfa il y a quelques années au Parc des Princes avec des supporters du PSG. Mais tout ce discours-là ne peut être entendable que s'il y a ce primat de la condamnation sans réserve et immédiate pour mettre un coup d'arrêt à l'antisémitisme. Et vous faisiez allusion d'ailleurs à ce match dramatique contre le Maccabi Haïfa au Parc des Princes, c'était il y a 18 ans, ça ne nous rajeunit pas. Il y avait eu des supporters israéliens qui étaient poursuivis par des supporters du PSG, pour le coup souvent accusés d'être d'extrême droite à cette époque, et un policier a tenté d'en protéger un supporter israélien. Il a eu peur de la foule qui s'amassait autour de lui, il a ouvert le feu et tué un supporter. C'était il y a 18 ans au Parc des Princes. William T. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'il faut quand même revenir sur la montée de l'antisémitisme depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les députés de la France Insoumise ne le rappellent pas, mais les principaux moteurs de l'antisémitisme aujourd'hui, il y a certes un antisémitisme résiduel d'extrême droite, mais il devient très très minoritaire et très très faible. Les deux principaux carburants de l'antisémitisme aujourd'hui, c'est malheureusement de la part d'un point qui est essentiel, c'est qu'il est religieux. Essentiellement, ça veut dire que vous avez l'importation du conflit entre Israël et Palestine, et donc du coup, une certaine partie de la population qui croit en certaines religions, qui considère qu'en fait, ce sont les ennemis héréditaires, et donc ils se font la guerre comme ils se font la guerre au Proche-Orient, ils se font la guerre ici, et c'est une partie du problème qu'il faudra notamment résoudre, du fait qu'on a de plus en plus de personnes de confession musulmane, et qu'une partie d'entre eux, malheureusement, au nom d'un antisionisme, deviennent et pratiquent des actes qui sont de plus en plus antisémites. L'autre point aussi essentiel, il faut pas le nier, c'est que depuis le 7 octobre, il y a un parti qui, au nom d'un antisionisme, d'une haine d'Israël, accentue l'antisémitisme en France, et les députés de la France Insoumise qui en fait soufflent sur les braises et alimentent et permettent la libération de la haine et la libération de la parole, et qui justifient tout ce qui était injustifiable. Quand on dit que c'était de la haine entre supporters,
en fait, vous battez entre supporters de Paris et supporters de Marseille parce que vous détestez les Marseillais, vous détestez les Parisiens. Vous les détestez non pas parce qu'ils sont Marseillais ou pas parce qu'ils sont Parisiens, vous les détestez parce qu'ils sont supporters du Paris Saint-Germain ou supporters de l'Olympique de Marseille. Là, maintenant, dans l'acte qui s'est quand même produit dernièrement, c'est des personnes qui ont été chassées non pas parce qu'ils étaient supporters de foot, mais parce qu'ils étaient juifs. Et donc ça fait penser. On peut préciser d'ailleurs, on n'a aucune preuve. Juste dessus, par rapport à ce qu'on voit quand même, c'est que ça fait quand même penser aux chasses aux juifs de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et qu'ensuite on se dit en France et quand même en Europe qu'on a vécu le plus grand pogrom pour les juifs depuis le 7 octobre depuis la Seconde Guerre mondiale, et que certaines personnes puissent entre guillemets, qui disent oui, faut faire attention au relent historique de notre pays, faut faire attention à la haine, au racisme, etc., qui puissent cautionner des actes les plus racistes et les plus crasses. Je trouve ça quand même surprenant. Alors on peut préciser d'ailleurs ce qui s'est passé. Il n'y a rien qui prouve que ceux qui ont été agressés sur les images soient des supporters du club israélien qui était ciblé. Il n'y a rien même qui prouve qu'ils sont juifs. Certains disaient je suis pas juif. Alors est-ce qu'ils le disaient pour qu'on les épargne ou pas? En tout cas ils l'ont dit dans la ville d'Anne Frank. C'est pour ça que ça nous a rappelé quand même quelques souvenirs absolument traumatisants de l'histoire de l'Europe. Mais au-delà de ça, c'est vrai que vous avez eu des chants racistes qui ont été entonnés au début, avant le match, même des incidents, des agressions par certains supporters israéliens. C'est le cas, on l'a dit d'ailleurs hier à l'antenne, notamment un chant que Tsahal gagne et nique les Arabes, un autre au retour de l'avion en Israël. Pourquoi il n'y a plus d'école à Gaza? Parce qu'il n'y a plus d'enfants. Vous avez eu des choses absolument abjectes qui ont été proférées. La question c'est, est-ce que chanter des insanités, tenir même des propos racistes, justifie des actes de lynchage, quels que soient ceux qui les profèrent et quels que soient ceux qui les subissent? La réponse a priori elle est non, qu'on soit député ou pas. Elle est clairement non. On a, très honnêtement, pour qui suit un petit peu le football, il y a quelques clubs dont les ultras n'inspirent pas grande sympathie. Vous voyez. On a quelques références en Allemagne, en Italie avec la Lazio de Rome, en Grèce avec l'AEK Athènes, en Israël, le Maccabi Tel Aviv, sa frange d'ultra et celle de quelques autres clubs inspirent pas beaucoup de sympathie. Mais ça, il faut pas commencer par là. Voilà, ça on le sait, c'est un fait qui est un fait politique, parce qu'on sait qu'il y a eu aussi une instrumentalisation politique par les franges de supporters ultra. On sait qu'elle existe, mais elle ne permet pas de justifier. Et c'est effectivement la confusion aujourd'hui entre la dimension politique et la dimension religieuse. C'est cette imbrication qui est construite par les uns et par les autres qui fait qu'on en arrive à ces relents d'antisémitisme qui sont extrêmement inquiétants. Allez, parlons maintenant de la situation plutôt économique et sociale. C'est moins dramatique toujours que des actes de racisme, mais malgré tout c'est inquiétant. Est-ce qu'il faut craindre 150 000 suppressions de postes d'ici un an? Est-ce que le plein emploi ne sera jamais retrouvé par la France, alors même que c'était l'objectif depuis 7 ans d'Emmanuel Macron? La France qui devrait retrouver les 8% de chômage assez rapidement. Des suppressions de postes annoncées en cascade, à la fois chez Auchan dans la grande distribution, mais aussi par exemple chez Michelin, on en a beaucoup parlé. Situation assez inquiétante. François Coq en 2025. C'est-à-dire qu'on est en train de dévaler la pente à grande vitesse. On a eu cette semaine 3500 suppressions de postes si on ajoute celles de Michelin et celles d'Auchan qui sont annoncées. On entend dire maintenant qu'on va parler en dizaines de milliers de postes. Vous venez d'évoquer le chiffre de 150 000. On parle même aujourd'hui de 250 000 suppressions de postes, à la fois sur l'année qui vient et sur l'année encore après, donc sur 2 ans. Et face à ça, qu'est-ce qu'on doit mettre en regard? On doit mettre les 100 000 créations de postes dans l'industrie depuis le début du premier quinquennat de M. Macron. Vous voyez bien qu'il va y avoir un différentiel qui va être absolument terrible. Donc il faut comprendre quelles sont les causes qui président à ça. Les causes qui président à ça, c'est bien sûr que notre appareil productif aujourd'hui n'est pas en situation de répondre à la situation telle qu'elle se présente. Il n'est pas compétitif, mais parce qu'il est déclassé à l'international. Et il est déclassé à l'international sans avoir aujourd'hui de solutions et de perspectives qui s'ouvrent devant lui. Regardez, les États-Unis ont une stratégie, et encore plus maintenant que le président Trump a été élu, mais le président Biden avant lui avait repris l'ancienne politique de Trump, c'est-à-dire une politique protectionniste. Donc les États-Unis ont fait un choix, ils se protègent. La Chine, dans le même temps, a fait un autre choix. Ils subventionnent leur industrie. Et que fait le choix de la France et que fait le choix de l'Union européenne? Elle se
livre, elle se rend dépendante des uns et des autres, elle perd sa souveraineté, elle a perdu 20 points de compétitivité par rapport à la Chine en 3 ans, en se rendant dépendante de celle-ci, et maintenant on s'étonne qu'il y ait des destructions d'emplois chez nous. Alors William T, Sophie Binet, la patronne de la CGT, interviewée ce matin dans la presse, appelle à supprimer les aides des entreprises qui licencient. Est-ce que ce serait une bonne chose? Et autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas dans ce cas-là suivre la même politique protectionniste que Donald Trump? Après tout, ce qui tue l'industrie automobile française, c'est quand même la concurrence des voitures chinoises. Non mais je vais prendre dans la première puis la deuxième. Alors le premier point, c'est est-ce qu'il faut supprimer les aides d'entreprise? Je pense que les entreprises françaises et l'emploi se portera mieux en faisant une comparaison si on supprimait la CGT plutôt que si on supprimait les aides des entreprises. Tout simplement parce que si par cas vous donnez la plus grande entreprise française gérée par la CGT, elle coulerait. Vous laisserez par exemple Sophie Binet gérer LVMH. LVMH serait en plan de licenciement et en faillite en moins de 2 ans. On a vu notamment l'impact des syndicats et leur intérêt pour le monde du travail. À chaque fois qu'on a proposé à un syndicat, notamment d'aider et travailler au maintien de l'emploi, ou retour à l'emploi, ou développer l'emploi, eux ils ont parlé financement des syndicats, protection des carrières et protection des avantages. Vous les mettez tous dans le même sac? Non, la CGT. La CGT uniquement. La CGT uniquement parce que c'est elle qui fait cette polémique-là et qui veut faire du buzz, notamment sur les aides des entreprises. Le protectionnisme. L'autre point sur le protectionnisme, par contre, est plus intéressant, mais juste un point sur la situation des entreprises. La situation des entreprises est mauvaise pour 2 raisons. Il y a des raisons qui sont extérieures, notamment en termes de contexte et de climat international, manque de reprise de la Chine, etc. Et malheureusement qui ne sont pas dépendants des raisons françaises. L'autre point qui est spécifique à la France, c'est qu'en fait, les entreprises sont dans une situation qui est compliquée aujourd'hui. Lorsque vous arrivez, vous avez une instabilité politique. Vous n'êtes pas capable de pouvoir dire si dans 1 an, le gouvernement Barnier sera toujours présent. Donc c'est compliqué de faire des grands plans d'investissement, des grands plans d'embauche et de maintien à l'emploi. Vous savez pas ce qui sera taxé demain. Dans un pays qui sera très instable. Le deuxième point, c'est que vous avez à l'Assemblée des députés qui se livrent à une concurrence très forte sur les questions de hausse d'impôts, etc. Donc ça fait peur à toutes les entreprises en matière d'investissement. Si vous êtes entrepreneur aujourd'hui, vous avez peur, tout simplement parce que vous ne savez pas à quoi vous serez taxé, vous ne savez pas quelle nouvelle taxe la Commission des finances présentée par Éric Coquerel va y arriver. Et il y a un autre point qui est très important aussi. Le protectionnisme, j'aimerais que vous y répondiez parce que ce sera votre mot de la fin. Justement, sur la question de la réglementation, c'est qu'il y a un dernier point, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui être en France, pouvoir libérer la croissance avec des normes qui sont beaucoup plus dures en France que sur le reste de l'Europe et que l'Europe soit beaucoup plus dure en matière de réglementation que le reste du monde. Et on y arrive sur la question du protectionnisme. Taxer les voitures chinoises. Allez, encore plus. Sur la voiture chinoise, c'est possible de pouvoir le faire, mais l'essentiel du sujet n'est pas celui-ci. C'est que le protectionnisme, même fait par Trump et même fait par Biden, répond à une seule chose, c'est protéger le commerce intérieur contre le commerce déloyal. Or, on a un problème en France, et ce que montre le rapport Draghi, c'est qu'aujourd'hui, le problème essentiel de la France, c'est au-delà de la concurrence déloyale, c'est qu'on est en problème de compétitivité par rapport aux autres pays. Lorsque vous prenez la compétitivité française par rapport à la compétitivité allemande, vous êtes en retard sur les matières de compétitivité du coût du travail. Donc, qu'est-ce que vous baissez ? Et de la même manière, je pense que le sujet essentiel, c'est de pouvoir sponsoriser, de pouvoir soutenir en termes de fiscalité, parce que ce qui a créé le décalage entre la France et les États-Unis, c'est le fait que Trump baisse les impôts de 1500 milliards de dollars. En un mot, ce serait possible de baisser les impôts pour vous, François Coq, ou pas? De baisser les impôts des améliorer entreprises, la compétitivité. Plus encore que ce qui a été baissé ces dernières années. Mais finalement, à quoi veut-on vers quoi veut-on aller? Comment se fait-il que nos entreprises soient si peu compétitives, alors même qu'on nous dit tous les jours que leurs impôts ont été baissés? Compétitives, ce n'est pas simplement une question financière, c'est une question de positionnement sur la sphère économique. Aujourd'hui, on a un problème technologique. Les Chinois ont été piocher la technologie. Ils ont fait un saut en avant extraordinaire de ce point de vue-là. Les Américains, historiquement, sont en avance technologiquement. Et nous, au niveau de l'Union européenne, et particulièrement en France, nous n'avons pas réussi à suivre cela. L'Union européenne est déclassée et la France est déclassée au sein de l'Union européenne. Eh bien, on en reparlera avec vous deux, pourquoi pas. Merci beaucoup, François Coq. Merci à vous également, William.